C'est Val? Oui, ça s'est bien passé. À bientôt. Oui, à bientôt. Oui, oui. Allez. Au revoir. Moi aussi. Elle est là, c'est ça.
Mais je lance l'atelier, j'arrive dans 10 minutes. Dans 5 minutes. C'est un manque de respect. On rentre pas dans un endroit comme ça, je suis dans la bouche. Achetez, payez tout de suite, allez-y payer, vous n'avez pas le temps, on va partir. Prenez, allez payer. N'attendez pas. Choisissez des livres, vous voulez les payer, allez-y. Je sais pas 5. Les billets 15 dans le Canada. Elle s'appelle Catherine. Est-ce que vous avez cherché la photo Oui, elle est là. C'est bon, pourquoi tu fais
Bagdad, c'est sur la carte. C'est en 1924. Il va y rester 2 ans. Ensuite, il va. Après, il va des routes qui s'embarquent beaucoup. Il va des routes qui s'embarquent pour Marseille. Et normalement, vous allez sur la ville. Ah oui, dans l'Empire, les a pas. Alors, chaque photo est en fait, après, je vais Tu peux passer ah merde, les 5 là, il y en a pas. Ah, elle dit qu'elles sont derrière. La pièce là d'avant, on n'a pas trouvé. Et là, je vous propose, les enfants, pour faire un deuxième. bah oui, mais il y a un truc qui va que sachet parce que Donc, vous allez lever les bras. ah bon, moi je Docteur, quelle est la question? Question, vous avez la main. On va être les 5 s'il te plaît. Voilà, d'accord. Ok, merci. alors, c'est quoi? C'est un enfant, c'est un adolescent ou un adulte marié?
Tu restes ca un architect. Asiga շատ համար արդեն ուշադրություն դիդի ընտրենք և դեղավորենք այն տարերը ուր գլսենք այն տարերը ուր գլսենք ունի և այն տարերը ուր գլսենք
Allez, shoot avec 6e. Ça veut tasser. Shoot. On va mettre à tout. Bos, espace guidé. Harga, apa? Kamu cuma nak koster. Telepon, baiksan, berargu. Nanti dihabiskan tu. Le poney. Mais il était adorable cet homme. Il était adorable. Moi je reste là David hein, pour l'instant. Hein. Moi aussi, hein. Juste parle-moi à mon collègue qui est derrière monsieur. Hello, je dis ça parce que ma fille. Elle a fait un petit pont de l'eau de la Javel, bien chaud, hein. Ça fait mal au départ. Fais-le, je te promets, fais-le David. Moi, je dis pas. Oui, c'est à toi.
commenter la conférence. Ça viendra assez vite. Alors, donc on est très heureux d'accueillir pour ce 12e Salon du Livre l'association Aram de Marseille. On est très fiers de les avoir en tant qu'invités d'honneur et on souhaite qu'ils vous fassent une belle présentation de leur association. Merci Alex, bonsoir à toutes et à tous. Un mot très rapide pour remercier la Maison de la Culture arménienne d'Alfortville, son président Yerant et sa directrice Alex. Un petit mot sur la vidéo que vous allez voir, vous dire que on va essayer de vous faire rentrer dans l'association à travers les images. On espère que vous allez pouvoir voyager à Marseille avec nous, que vous allez pouvoir découvrir nos activités en images. Et je tiens à remercier la Maison de la Culture arménienne d'Alfortville pour sa participation financière à la réalisation de cette vidéo, aide sans laquelle cette vidéo n'aurait pas pu voir le jour. Et un deuxième petit mot pour remercier l'ensemble des bénévoles qui organisent le Salon du Livre, qui sont comme des abeilles dans une ruche, qui travaillent, qui courent, qui organisent, qui mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et longue vie au Salon du Livre. L'association Aram, elle a été créée par mon père, Jean-Garbi Sartin. C'est un Marseillais qui est né en 1930 et qui est donc issu de la deuxième génération. Mon père, Saak Artin, l'océan, a vécu directement le génocide. Jean-Garbi Sartin, c'est un jeune homme qui apprend le métier de menuisier ébéniste. Mon père m'a toujours dit que mon grand-père n'arrivait pas à finir un repas, qu'il avait toujours cette culpabilité d'être un survivant. Et mon père, à l'âge de 17 ans, donc en 1947, a fait ce vœu de ne plus jeter aucun papier où il y avait une écriture arménienne ou un ouvrage relatif à l'Arménie. Immédiatement, il y a un déclic chez lui, ce qui est quand même exceptionnel, puisque un jeune homme de cet âge a d'autres soucis que d'emmagasiner des histoires aussi douloureuse et aussi tragique. Il se dit, mais tout ce qu'il me raconte là, comment je vais pouvoir m'en souvenir et comment surtout pouvoir le transmettre. Donc déjà mûrit dans sa tête l'idée de pouvoir capitaliser l'histoire qu'il reçoit pour pouvoir la transmettre. Ce qui fait l'originalité d'Aram, c'est que mon père, il a eu une méthode dès le début. Il a commencé à prendre ses photos et à demander aux gens de légender les photos. Donc c'était vraiment intéressant, cette mémoire orale, et deviner les personnes sur les photos. Donc à partir de là, on a pu faire des croisements avec d'autres photos, et on a pu comme ça construire des expositions thématiques. Et ça devient son rêve, réaliser une banque de données avant l'heure, puisque à l'époque ça n'existe pas, une banque de données de la mémoire arménienne. Quand il a cessé son activité professionnelle, il a pu louer un petit local de 20 mètres carrés. 20 mètres carrés. Et les gens qui venaient le voir et qui poussaient la porte voyaient Garmis, et comme s'il était enseveli
est presque enterré de documents, de livres, de photographies. En 2009, nous avons eu l'opportunité de nous installer ici, dans ce local. Nous avons eu donc la possibilité de réaménager, de réhabiliter le local, avec l'aide de l'architecte également. Voilà. Mais nous sommes toujours locataires actuellement, et nous sommes, il faut le dire, à l'étroit. De documents qui a été initié par mon grand-père finalement Saak, et qui lui-même était un abonné fervent du quotidien Al-Hajj, également par la collecte de mon père et des membres de ma famille, traduit bien cette volonté de ne pas oublier nos racines, notre mémoire, de contrebalancer peut-être ce qu'on appelle le génocide blanc, le génocide culturel, qu'on puisse se souvenir, et bien que l'arménien, c'est une langue tout de même utilisée bien sûr en Arménie, mais qu'il faudrait également l'utiliser ici, en diaspora. Ne pas effacer la mémoire de tous ces survivants qui sont arrivés avec des ouvrages. S'il n'y avait pas ces documents, on serait amnésique. Je m'appelle Jean de Rouillan, Saab, plus connu sous le nom de Saab ici dans l'association Alam. Je suis bénévole et ma fonction principale est de classer, trier, répertorier et indexer tout ce qui est revues et journaux. La plus grosse partie de la première numérisation qu'on a faite, ce sont les journaux Havatch. Les Havatch qui étaient récupérés dans différentes successions. Tout ça a été en vrac dans la cave. Il a fallu d'abord les trier par groupe d'années, et puis par année, par mois, etc. Une fois que tout ça a été trié, on les a indexés sur des listes, et ces journaux ont été numérisés à Arles, en Arles, par une société qui a fait ça très bien, et on a mis cette grosse partie sur Internet. On a des journaux de toutes sortes d'origines, c'est-à-dire on a des journaux, par exemple, des USA, on a des journaux du Liban, on a des journaux des revues qui ont paru en France, qui n'existent plus ou qui existent encore. Ce qui existe encore, les derniers en question, c'est Nouvelles d'Arménie, France-Arménie. Ça, on a la collection pratiquement complète. Peut-être qu'il manque un numéro par-ci, un numéro par-là. Dans les journaux, nous avons la série des Tlochak. C'était un journal du parti Tachnak Soutioul qui était édité à Genève. On a les premiers numéros. La numérisation est une des missions que s'est donnée à RAM. Et je tiens à rappeler tout le travail de mon frère Baloujan Arton, qui malheureusement nous a quittés l'année dernière de façon accidentelle. Et Christian Baloujan était webmaster de formation et très tôt avait sollicité mon père pour cette numérisation. Cette numérisation des ouvrages, il faut le dire, c'est que ces documents soient pérennes, ne s'abîment pas. La numérisation, elle permet également ensuite la diffusion sur des outils comme Internet. C'est-à-dire que quelqu'un récemment nous a remercié, il était à New York, et il a pu comme ça feuilleter un Al-Hajj de 1935 sur notre site webaram.com. Nous sommes dans l'atelier de réparation et de reliure de tous les livres que nous recevons, des livres qui sont souvent en piteux état, donc nous les remettons en état. Nous recevons par exemple des livres dans un état comme celui-ci. Il faudra les réparer, c'est-à-dire coller les pages, les recoller, restructurer le livre, c'est-à-dire il va falloir tout le démonter, remettre toutes les pages en place, les découper, les recouper s'il le faut, pour qu'elles aient un état beaucoup plus présentable. Et ensuite, nous
nous placerons une couverture sur le livre pour le protéger et on lui redonnera une forme qui sera nettement plus jolie que celle qu'elle a à l'heure actuelle. Comme ce sont des livres qui sont énormément manipulés, si on les laissait dans l'état tel qu'ils arrivent chez nous comme ça résisterait pas. Donc il faut qu'on fasse en sorte qu'il y ait une protection sur le livre même. Ça nous permet de préserver beaucoup de choses qui font partie de notre patrimoine et qu'on transmettra aux plus jeunes ou à ceux qui sont intéressés par toutes ces certificages. Je suis Jean Ohanes Benlian, je travaille de façon bénévole à l'association Aram les mercredis après-midi, dans la mesure où j'ai une petite compétence particulière, c'est que je me suis remis à étudier l'arménien de façon autodidacte et ça me permet de m'investir au niveau du travail qui consiste à traduire les pages de garde des ouvrages qu'on nous confie par donation. Je traduis donc les titres et les auteurs et les thèmes abordés de l'arménien au français, de façon à ce que d'autres collègues ensuite puissent ranger ces ouvrages dans la bibliothèque. On trie ce qui est écrit en arménien, ce qui est écrit en français, ce qui est écrit en anglais, en russe. Et nous avons parmi les bénévoles la chance d'avoir des gens qui lisent le russe, qui lisent l'anglais, qui lisent l'arménien. Je m'appelle Galo Berberian. Et je suis chargé de numériser, de comptabiliser tous les disques, 78 tours, 45 tours, 33 tours que nos heureux et donateurs nous ont transmis. Ça fait partie, comme les livres, comme les archives que nous recueillons, ça fait partie de notre mémoire et je pense que c'est important de les numériser et de les concentrer sur un site tel que le site de Alam, quoi. Ça permet d'apprendre l'histoire à travers certains poèmes, certains chants qui parlent des régions d'Arménie, etc. Donc c'est tout un ensemble en fait. Nos jeunes ne connaissent pas, c'est ceux qui écoutaient nos parents, etc. Même des moins jeunes. Sur le site, il y a déjà une quarantaine de morceaux qui ont été numérisés. Et moi, je suis en train de préparer une cinquantaine de morceaux, des morceaux de la période soviétique, qui est intéressante aussi, parce que bon, ce sont des années 80, 85, 90, et qui représentent une autre musique, enfin, toujours de la musique arménienne, mais interprétée quand même avec des orchestres et des chanteurs complètement différents. Et on va danser le Kochali. Des milliers de périodiques, 5000 photographies et illustrations, c'est quand même c'est très conséquent, de nombreuses cartographies, une centaine d'affiches, 2000 documents de toute nature et plus de 100 000 pages numérisées. Et tout ça est mis en accès libre, en ligne, gratuitement. Ce qu'il faut dire. C'est un lieu où on reçoit les documents, on les trie, on les classe, on réhabilite un peu ceux qui sont abîmés, donc il y a un travail de réhabilitation des documents,
Et puis, il faut transmettre cette mémoire. Donc, c'est un lieu qui est ouvert pour les chercheurs, pour les collégiens, pour les historiens qui voudraient venir chercher des documents qu'ils n'ont pas trouvés ailleurs. On n'est pas un musée. Et donc, le document, il doit vivre. Une fois qu'il rentre chez Aram, il est numérisé, mais surtout, il est transmis aux autres. Et ça nous a permis de monter des expositions. Exposition sur le génocide, exposition sur le sport, exposition sur l'intégration des Arméniens à Marseille. Donc c'est pas une bibliothèque, c'est un lieu qui est en mouvement permanent. Je pense que c'est un devoir que de préserver notre mémoire d'une façon générale, de façon à ce qu'on puisse la transmettre. Ce qui est très important pour nous aussi, c'est de lutter contre le négationnisme. C'est un acte militant, quelque part, c'est un acte aussi de préservation de l'identité de la communauté. Voilà. Il y a une volonté terrible de rendre pérenne cette œuvre qui nous a été léguée et dont on est condamné, mais condamné volontaire, à perpétuer. La mémoire se protège, la mémoire se partage. C'est sur ces mots que ce petit film se termine. La mémoire se protège. Mais pourquoi donc faudrait-il protéger la mémoire? Parce que la mémoire a un ennemi intime, qui est le temps. L'usure du temps. C'est vraiment l'ennemi de la mémoire. Et puis il y a ceux qui déforment la mémoire. Et puis qui plus est, on ne peut pas se rappeler de tout. Donc la mémoire, il faut la protéger. Nos aïeux ont compris ça et ont commencé à protéger la mémoire par l'écriture. Parce que ne pouvant se rappeler de tout, heureusement qu'il y a eu le livre et l'écriture. Donc cette mémoire, il faut vraiment la protéger pour pouvoir la partager. Et si je devais comparer la mémoire de manière physique, je dirais que la mémoire, c'est comme un muscle. Si on ne l'exerce pas, il s'atrophie. Et s'il s'atrophie, eh bien on tombe dans l'oubli. Et c'est le voile honteux de l'oubli qui finit par nous faire perdre nos racines, notre histoire. Donc, il fallait protéger cette mémoire. Et on va la protéger de toutes les manières qui soient. Et de la manière la plus moderne, par la numérisation. Enfin, je voudrais dire quelques mots, avant d'entamer la numérisation, concernant l'atelier pédagogique qui s'est déroulé hier et qui était dédié aux enfants des écoles. Astrid Artin nous y tient à donner le meilleur d'elle-même afin de donner un éclairage et susciter un centre d'intérêt aux divers groupes d'élèves qu'elle a accompagnés avec un plaisir chaque fois renouvelé malgré la rudesse de la tâche. La récompense est venue tout de suite de l'intérêt manifeste des enfants sur le sujet ainsi que de leur remarquable réactivité. Merci Astrid. Le numérique au service de la mémoire arménienne. Les nouvelles technologies
ont révolutionné l'ensemble des techniques de gestion et d'organisation des bibliothèques, des musées, mais aussi celui de l'imprimerie. En 2008, la BNF a lancé son processus de numérisation de masse. D'autres ont suivi. Pourtant, la numérisation suscite toujours des craintes et une peur de perte d'identité. Malgré cela, les atouts de la numérisation sont incontestables. La numérisation se définit comme étant la conversion des documents imprimés en valeur numérique, traitables par ordinateur, soit en mode image ou texte intégral. Le but est de conserver, stocker et partager, consulter facilement sur un écran ou en réseau, protéger les documents et les valoriser grâce à une duplication à l'infini. C'est donc une technique dédiée à la protection des documents, qu'ils soient une photo, un livre, un registre, un certificat, un papier d'identité, un journal, une affiche ou simplement une feuille écrite à la main. Si la numérisation a des avantages, elle a aussi ses contraintes. Dans notre cas précis, la plus importante est son coût. Nous devons donc faire une sélection pertinente de documents, car tout ne peut être numérisé. Il faut donc établir une hiérarchie dans les priorités. Pour l'association, nous avons fait le choix, après avoir numérisé plusieurs dizaines d'ouvrages et de vieux journaux, Meshach par exemple, de s'engager dans la numérisation complète du journal Harach, publié en France entre 1925 et 2009. Et je voudrais saluer la présence d'Apik Totoyan ce soir. Ce monument de la presse arménienne nous permettra d'avoir en ligne, consultable gratuitement et partout dans le monde, toutes les archives de ce journal qui a eu dans ses colonnes tout un tas de signatures illustres. L'ossérisation permet à l'internaute de chercher un mot ou un nom dans les différentes pages. Ce long travail, ce travail est fastidieux, ce travail est coûteux, mais ce travail est nécessaire pour la cause arménienne, pour toutes les générations qui arrivent et qui apprennent l'arménien dans nos écoles. Je me dois aussi de vous dire combien notre partenariat avec la BULAC a été un apport considérable pour le processus de numérisation en cours, sans oublier le choix que nous avons fait dans le digital en utilisant les réseaux sociaux qui permettent de traverser les générations. Voilà brièvement ce que j'avais à vous dire sur la numérisation, ne rentrant pas bien sûr dans l'aspect très technique de cette révolution qui n'a pas fini de nous envahir. J'ai appris hier qu'il existait la numérisation des soins dentaires. C'est vous dire qu'il était temps de se mettre au boulot parce que la numérisation va envahir toutes nos activités. Faisons maintenant un point sur le fonds documentaire de l'association. Je l'ai fait à l'occasion du petit film, mais j'aimerais vous le redire de vive voix. Plus de 7000 livres anciens, des milliers de périodiques, 5000 photographies et illustrations, de nombreuses cartographies, une centaine d'affiches, 2000 documents de toute nature, des documents sonores,
plus de 100 000 pages numérisées et mises en ligne en accès libre. Dans les documents que vous pourrez trouver en ligne, sous forme de base de données, le registre du camp Odo, qui représente 5441 réfugiés arméniens domiciliés dans le camp. La liste des Arméniens de Marseille et sa région ayant déposé une demande de passeport Nansen entre 1926 et 1946, ainsi que la liste des certificats de baptême et mariage établis par la prélature des Arméniens du sud de la France, soit 550 fiches, elles aussi consultables. Mais Astrid vous en parlera avec plus de précision dans quelques instants. Si la numérisation est importante pour nous, pour protéger notre mémoire, pour partager notre mémoire, elle doit aussi être accompagnée par des moments de modernité. C'est pour cela qu'une nouvelle version du site internet de l'association webaram.com sera mise en ligne début 2017, permettant un accès sur mobile et tablette. J'ajoute aussi que nous utilisons les réseaux sociaux pour diffuser nos actualités, ce qui permet aussi de toucher toutes les générations. Je voudrais vous remercier de l'attention que vous avez portée à mes propos et sans transition, je vais passer la parole à Astrid Loussitian, enseignante en histoire-géographie et membre du conseil d'administration de l'association. Je vous remercie. Alors, bonsoir. Donc on m'a demandé de présenter brièvement et on pourra y revenir après la présentation si je dois répondre à certaines questions. Donc on m'a demandé de présenter le fond et j'avais tout de même une pensée pour cette phrase que mon frère Valoujan est décédé et il me répétait. Et, donc il y a une puissance de l'archive activée par l'événement catastrophique et c'est Marc Nichanian qui nous le transmet dans son ouvrage. Et voilà, je voulais débuter avec ça. Alors notre fond il est riche et je vais vraiment parler par exemple de l'accès sur notre site internet, donc c'est webaram.com. Donc vous voyez qu'il y a un onglet sur la gauche et cet onglet il vous permet finalement d'accéder à la base bibliographique. Vous allez avoir accès donc aux ouvrages dont on vous a parlé. Vous allez avoir accès bien sûr à la base du camp Odo et je vais faire donc, j'ai choisi, je ne pouvais pas de parler de tout, donc j'ai pris le parti de parler de la base du camp Odo, des registres de baptême et enfin de ce que nous venons de mettre en ligne il y a quelques mois, les demandes de passeport Nansen. Donc le camp Odo. Le camp Odo brièvement, c'est un camp qui a été ouvert durant la Première Guerre mondiale dans les quartiers nord de Marseille. Donc il a accueilli surtout des volontaires russes et on a même Ho Chi Minh qui a été là. Et donc après le génocide des Arméniens, le premier bateau arrive en 1922. À bord il y a des 400 à peu près réfugiés. On a des sources dans les archives départementales du Bouches-du-Rhône qui nous disent voilà, il faut vite les accueillir. Et dans ce contexte d'après-guerre, eh bien, on a une solution. On a quelques camps, le camp Victor Hugo, le camp Sainte-Anne et d'autres, mais bien sûr le camp Odo va servir, il a déjà des baraquements, il a des tentes à Drian, et en fait on a plus de 5500 réfugiés durant 5 ans. Donc ces baraquements, vous le voyez, où il y a une promiscuité, Albert Londres cite d'ailleurs que lorsqu'on se couche avec sa femme, je le dis vulgairement, mais on ne sait pas si c'est sa femme. Donc vous voyez le contexte dans lequel ces migrants vivaient. Il y a une école arménienne qui va tout de suite s'installer, et on a donc quelques comptes rendus dans les archives, on a une chapelle et on a également un registre. Le registre, donc, il faut rendre bien sûr hommage à ces deux personnes. Donc sur votre gauche, le directeur, Takvok Achikian, ce sont des anciens combattants ou des gens qui maîtrisent parfaitement le français. Et bien sûr Alexandre Aravadjan. Et nous avons eu la chance d'avoir donc les deux registres grâce donc au petit-fils Guillaume Aral
qui est Guillaume Arabadjian, et donc il nous a mis en libre accès ces deux registres. Donc ce registre, vous le voyez, il se présente en format A3, donc il est en ligne, et vous allez avoir donc la possibilité, et c'est ça qui est très intéressant, le nom du réfugié. Il est souvent accompagné de sa femme, de ses enfants, l'âge, bien sûr, sa ville d'origine, sa profession, la date de départ, et surtout les dernières colonnes, qui sont également très intéressantes. Donc la nouvelle destination, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est rentré pour une semaine, un mois, 2 ans dans ce camp, ensuite, eh bien, il change d'adresse, et là, c'est là que ça n'a pas encore été exploité, donc je lance toujours un appel aux chercheurs, etc., parce que c'est un beau sujet, je pense, de montrer que ce camp Odo a été un lieu de transit. Alors on a des possibilités ensuite, et c'est tout le travail de la numérisation, c'est numériser le registre, mais pour en faire quoi? Eh bien pour l'exploiter. Donc pour l'exploiter pour qui? Un public, comme vous, pourquoi pas? Donc on va voir comment on peut l'exploiter. Donc ici je vous ai fait une capture d'écran qui reprend finalement donc l'ensemble des personnes qui ont transité dans ce camp. Et là, tout l'intérêt de la numérisation, c'est qu'on va faire une base de données. Donc, on n'a pas besoin d'être très fort en informatique, parce que je rappelle ça, il suffit simplement donc, de rentrer votre nom de famille dans l'onglet qui est au-dessus. Vous allez avoir donc la liste des personnes qui portent par exemple votre nom. Et ensuite, vous pouvez cliquer dessus, et alors vous allez peut-être découvrir de la famille dont vous ignorez. Deuxième technique, on peut également faire une recherche. Vous avez envie d'aller voir les gens qui sont d'Adabazar, par exemple. Est-ce qu'il y a dans le camp des gens qui étaient originaires d'Adabazar? Ben oui, c'est possible. Donc ici, j'ai fait la même capture d'écran, mais j'ai indiqué que je voulais avoir tous les noms qui sont des gens originaires d'Adabazar. Donc vous voyez, la recherche, elle est infinie. Je peux demander l'origine par âge. Donc c'est très intéressant au niveau, j'allais dire, sociologique, de savoir quelle est la sociologie du camp. Donc notre site web Aram a également, je reviendrai si vous avez des questions, voilà, donc a également numérisé la liste des certificats de baptême. Alors de quoi s'agit-il? Donc c'est une base de données, donc il y a une communauté arménienne avant le génocide à Marseille. Cette communauté, elle est installée, elle a une chapelle. Cette chapelle, elle est dans le quartier, la préfecture, et elle tient un registre. Donc en 22, quand les premiers migrants arrivent et qui n'ont pas de papier, ben, que font-ils? Ils vont aller voir cette chapelle, indiquer leur nom, le nom de leurs parents, et nous avons chez Aram eh bien, des registres. Nous n'avons pas du tout encore tout numérisé. Donc ici, ben, j'ai voulu faire un clin d'œil, c'est, je ne sais pas si vous le reconnaissez. Alors, Hachem Malakian, Henri Verneuil, oui. Donc Henri Verneuil, dont les parents sont passés par Marseille. Donc vous voyez que c'est très intéressant parce qu'on va avoir le nom de son père, le nom de jeune fille de sa mère, le lieu de naissance, et surtout le nom du prêtre qui a procédé au baptême et également le nom du parent. Donc ici, c'est un registre qui a été fait en 1926. L'autre côté, c'est-à-dire ce qu'on donne à la personne qui vient s'inscrire, ben voilà, c'est cet acte-là, l'acte de naissance, de baptême. Et vous voyez qu'il y a une petite photo, et c'est toute là, je pense, l'émotion que j'ai pu avoir lorsque j'ai découvert, et je peux le dire, ces registres de baptême. Ils étaient, mon père a commencé dans des conditions, on va dire, un peu plus classiques. Ils étaient dans des boîtes d'endives. Et ce paquet m'intéressait tout le temps, et il me disait, Schmitt, tu les as eus, et il faut vous dire, ils ont été jetés. Il y a des documents qui ont été jetés à la poubelle, et qui ont été récupérés par des amis collectionneurs qui font les poubelles des rues Paradis à Marseille, ou qui sont dans des salles de vente, et lorsqu'ils voient qu'il y a un lot qui peut être intéressant, eh bien, lèvent la main et récupèrent cela. Donc, on a pu récupérer ce lot qui est tout de même unique, et on a pu le mettre en ligne. Et pareil, si vous voulez savoir si un membre de votre famille avant de transiter, je veux dire avant de venir par exemple dans la région parisienne ou lyonnaise, il a pu peut-être établir un certificat de baptême. Donc la même recherche se fait, recherche par nom, recherche par lieu, de ville, etc.
Donc quand vous cliquez, vous avez ici une indexation, vous avez une base de données exploitable. Donc l'identité, elle est retrouvée, parce que on a, vous le voyez, pour ces réfugiés qui avaient tout perdu, qui étaient apatrides, eh bien, un début de reconstruction. Voilà, donc on a en 2014, un an avant le centenaire, eu l'opportunité de faire une exposition. Et cette exposition, elle a commencé à Diyarbakir avec 99 portraits. Donc on avait agrandi ces portraits. Et c'était le retour des survivants sur les lieux du crime. Et en 2015, nous avons exposé pendant 6 mois au musée d'histoire de Marseille, donc les 100 portraits de l'exil, la quête d'identité. C'était une exposition innovante parce qu'elle était, grâce au génie donc, de Valoujane, elle était construite sur une base, on va dire, numérique, avec un écran tactile, où donc les visiteurs pouvaient à la fois repérer sur une carte donc l'origine de 2 personnes, donc en particulier ici Saak Hastin et Monseigneur Balakian. L'espace qu'on nous donnait sur Marseille était trop étroit pour ces 100 portraits. Voilà, donc la numérisation, vous le voyez, elle est au service ici également d'une institution, et c'est toute notre volonté, c'est-à-dire de diffuser. Hein, c'était pas juste d'avoir les petits portraits et les garder non plus dans des boîtes d'antiques, je vous rassure. Nous avons investi, et ça nous coûte, dans des boîtes anti-acide, donc on a professionnalisé notre conservation, et donc je tiens à le signaler. Alors, les dernières, on va dire, trouvailles, je dirais que c'est très important, c'est ces fameux passeports Nansen. Donc Fridtjof Nansen est un diplomate qui a créé un passeport pour les Russes blancs après la révolution de 17, et ensuite on a fait bénéficier pour les apatrides, dont les Arméniens. Pourquoi? Parce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai pu numériser des passeports, et je remercie donc les donateurs virtuels, j'allais dire, mais c'est tout de même important, j'ai pu numériser des passeports, et vous avez tous peut-être vu ces passeports, où il y a « il ne peut pas retourner », donc c'est le passeport, voilà, ici, d'une personne. Et ce qui va faire la différence, ou alors un genre de certificat d'identité, par exemple ici, sur les réfugiés passés par Bagdad. Donc, grâce je dirais, au soutien d'une personne, Denis Der-Sarkissian, il s'est rapproché de nous et il nous a dit qu'il y a 3 ans, il avait passé plusieurs jours aux archives départementales, et pour des recherches généalogiques personnelles, il était tombé sur ce carton, c'est-à-dire, vous voyez, registre des certificats Nansen des Arméniens des Bouches-du-Rhône, 2646. Et il a, tout simplement, il nous a offert, on peut le dire, des listes. C'est issu de la police des étrangers, c'est en libre accès, voilà. Donc j'ai fait un sondage avec lui, et il a pu, comme ça, référencer des noms que nous avons mis en ligne. Alors concrètement, comment se présentent ces demandes de passeport Nansen? C'est 3 feuillets. Il y a une fiche signalétique avec photo, donc c'est aussi émouvant, parce qu'on voit des gens, voilà, ils ont fait l'effort, ils sont allés sur les studios Éclair à la Canebière, prendre cette photo. Ensuite, ils ont bien sûr complété, souvent ils ne connaissaient pas le français, et donc il y a souvent une lettre de motivation qui, en fait, n'est pas du tout rédigée par le demandeur, mais certainement par l'officier d'état civil. Alors, en gros, je vous résume tous ces cartons. Les demandes, c'est souvent pour se déplacer. Donc, un déplacement de Marseille à Paris pour rejoindre un fils. J'ai eu pas mal de déplacements Marseille pour New York. Donc, il y avait, on ne sait pas si la personne revient. En tout cas, il a besoin d'un passeport pour se déplacer. Et c'est ce passeport Nansen. Donc voilà, ici je vous ai mis avec bien sûr les tampons, etc. Voilà. Alors, concrètement, comment on va dire numériser tout ça? Parce on n'en est qu'au début, pour l'instant on a mis les noms, voilà. Donc entre 1926 et 1946, il y a à peu près 1500 Arméniens. Alors une petite anecdote, quand avec Denis nous avons passé une journée aux archives, il me dit, bon, à 2 ça ira plus vite, on va commencer si tu veux. On a même calculé combien je mettais pour photographier un passeport et le remettre dans le... Voilà. Donc ça nous prenait pas mal de temps. Et je lui ai dit, mais est-ce que... C'était 9 décembre 26. Et bon, par curiosité, j'ai dit, mais là, en 25, est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que il me dit, je ne sais pas. Et en fait, on s'est retrouvé avec autant de cartons. Donc, vous voyez, on n'est qu'au début. Donc, on a un champ de recherche très intéressant. Et
Donc qu'est-ce que ça met en la mise en ligne, hein, la mise en ligne. Bah, c'est pareil, donc vous allez avoir un numéro bien sûr de ce qu'on appelle d'enregistrement, d'ordre, le nom de la personne, vous allez avoir donc son prénom, le nom de jeune fille, l'adresse, et là c'est très explicite parce que j'ai commencé un peu à analyser ces adresses. Elles sont souvent dans des lieux, des noyaux villageois où il y a eu l'empreinte arménienne, c'est-à-dire Saint-Jérôme, là près de l'usine de tapis, France-Orient. Vous allez en avoir aussi des demandes près du boulevard Udo, et un peu ensuite dans le 12e, c'est-à-dire Beaumont. Donc là aussi, hein, vous pouvez, voilà. Donc la recherche, hein, grâce à Denis Dersarkissian, il a fait une base de données, pour ceux qui s'y connaissent, voilà, en MY SQL. Là, je vous ai mis juste un timbre, parce que aussi, c'est pour peut-être éveiller en vous le désir d'aller ouvrir ces fameux tiroirs, et il y a peut-être un passeport d'enseigne dans le tiroir de vos familles, donc ça se présente comme ça, voilà, hein, il ne faut surtout pas les jeter, ils sont intéressants. Alors la numérisation, quelques enjeux, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Jacques, mais pourquoi? Eh bien, il vous l'a dit, un document, il faut le conserver, pour nous, on a commencé, vous voyez, depuis 2009, et donc on travaille avec le CIC à la Arles. On a numérisé des livres, des dictionnaires, des encyclopédies, bien sûr le journal Al-Hajj, le Shag. Voilà comment ça se présente sur le site. Donc pareil, vous allez avoir un onglet qui va vous permettre de choisir l'année. Vous allez pouvoir ensuite feuilleter Al-Hajj et zoomer. Voilà, pour l'instant... Donc on a cette formule, le Shag. Mais la numérisation, comme l'a dit Jacques aussi, ça préserve la mémoire. Donc on a un fond, et c'est vrai, que choisir, hein, on ne pourra pas pour l'instant tout numériser. Donc ici c'est par exemple un livre qui a été numérisé, qui est le premier annuaire pour les réfugiés. Il a été édité à Marseille, donc les Arméniens peuvent avoir l'adresse des compatriotes, peuvent avoir des publicités. Le dommage a déjà été, bien sûr, numérisé. C'est une pièce unique, rare, et qui, elle, est très fragile. Donc, on ne peut pas se permettre de le feuilleter. Hein, on le présente simplement aux visiteurs. C'est le registre de cette fameuse prémature, 1885. C'est du papier Bible. Et il n'a toujours pas été exploité. Donc, pareil, je lance un appel pour les étudiants et étudiantes ou retraités qui ont du temps pour lire en ligne. La bibliothèque est numérisée. Donc pareil, là, vous pouvez feuilleter. On a une sonothèque. Galo, on le remercie, fait un travail, vous imaginez, de minutie. On a un appareil qui permet de numériser, d'écouter. Donc, vous pouvez également consulter sur notre site ces premiers enregistrements. À souligner que la maison Ararat était une famille installée donc, dans le quartier d'Alzins et une maison de disques importante, qui ne touche pas simplement la communauté arménienne. C'est ce que je voulais vous dire. On travaille avec d'autres associations, des sociologues, qui font appel à nous, parce que dans le même moment, ensuite, dans le contexte, on peut travailler sur la présence donc algérienne, etc., qui va arriver dans les années après-guerre. On a beaucoup de courriers, et là on vient d'avoir un legs très intéressant, et je tiens à le préciser. C'est une collection de ce qui a appartenu à Monseigneur Balakian, donc qui a mis en place donc, toute la prélature dans le sud de la France. Et ici, par exemple, eh bien, vous avez donc un certificat de passeport, de transit, etc. On a ces courriers, donc là un télégramme. On a une collection de tapis France-Orient. Pour l'instant, finalement, elle est physique chez nous, mais on ne l'a pas numérisée. On pourrait, en association avec vous voyez, des instituts d'art, etc., numériser tous donc les cartons pour les tapis. On a la collection de tout. Bon, on a pas mal d'affiches, hein, ça fait l'objet d'une exposition il y a déjà presque 10 ans à l'hôtel du département des Bouches-du-Rhône, mais on a également tous les tracts du 24 avril, après 1965. Mon père regardait, hein, je vous rappelle, tous les morceaux de papier, et donc on a pu, pour l'instant, on a pas mal de tracts de commémoration. Le leg suivant, et qui est très important à mes yeux, qui n'a pas encore été exploité, on a le courrier adressé à la prélature de la part des associations compatriotiques. Et donc là, on a besoin également des personnes de bonne volonté qui maîtrisent l'arménien,
qui arrivent bien sûr à déchiffrer, parce que je rappelle qu'avec un simple envoi par Internet, je pouvais faire appel à des personnes. Donc ici, c'est l'Union compatriotique des Arméniens de Perse et du Caucase. On a la même avec ceux d'Erzurum, ceux de Sivas, ceux du Maroc. Et donc on a un bon lot ici. Ce sont les courriers adressés à la prélature. On a également les commerçants qui sont installés dans la région. On a pas mal de récits manuscrits, mais ils sont encore, on va dire, ils se posent le problème de la traduction. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut des bénévoles, il faut avoir la capacité également à traduire. C'est pas donné à tout le monde. Donc ça, on ne les a pas encore numérisés. Mais vous voyez tout le champ de recherche. Et voilà, j'espère que j'ai répondu à peu près à quelques attentes. Et je vous remercie de votre écoute en tout cas. Merci. Alors Jacques, tu me rejoins parce que je pense que voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Voilà, La quantité de téraoctets que vous avez stocké en numérisation 3-4 Tera pour le moment. Oui, 3-4 seulement. Ouais. C'est le commencement. Oui. En même temps, c'est pas... Oui, oui. Mais comme on n'a pas l'intention d'en rester là, voilà. On va avancer. Ensuite, oui. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des aides financières, comme la Fondation Gulbenkian ou je ne sais pas, quelque chose, parce que c'est un travail énorme qui demande beaucoup de... Oui, oui. Notamment, par exemple, pour la numérisation, d'abord, la première tranche a été entièrement financée par nos propres moyens, partant d'un principe simple, qu'il faut prouver le mouvement en marchant. Ne pas commencer par faire la quête. C'est pas le genre. Donc on a commencé à faire un travail, et quand le ministère de l'Éducation qu'on avait sollicité a fini le ministère de la Culture avait fini par se rendre compte que c'était un travail sérieux, on a eu une aide du ministère de la Culture de 8 000 €, si je ne me trompe pas. On a aussi, évidemment, le reste, c'est l'aide du Conseil général, mais qui est globalement affectée au fonctionnement de l'association. Et donc, c'est sur cette base qu'on prend de l'argent et qu'on investit dans... Voilà. Ensuite, il y a les donateurs. Et les donateurs sont généreux, ils sont nombreux et ils sont quand même généreux. Donc, ça nous aide beaucoup. Voilà. Oui. On a déposé plusieurs fois des dossiers, on a eu plusieurs fois des refus. Et on redépose un dossier pour l'année prochaine et on espère que l'année prochaine sera la bonne. Voilà. Il paraît que le dossier se présente pas mal. Donc, on croise les doigts. Voilà. Et donc, aux ressortissants... On est dans le créneau, là. Voilà. Je donne le micro à ceux qui veulent souhaiter poser des questions. J'avais deux questions. La première, c'était si effectivement vous avez une base de données très enrichie au niveau d'Internet, si jamais on souhaite avoir le document derrière scanné physique, il y a possibilité de l'avoir, c'est la première question. Et pas de l'avoir en numérique, en scanné, est-ce qu'il y a, il y a possible de... Alors en fait, le document, il suffit certains, un copier-coller et déjà vous l'avez. Sur ce que j'ai vu sur le site, il y a juste le nom, le prénom, voilà. C'était vraiment l'image derrière. Et la deuxième question, c'était, effectivement, il y a un travail très important en France. Est-ce que vous avez connaissance qu'il y a le même type de travaux qui peuvent être faits, je pense essentiellement par exemple aux États-Unis ou dans d'autres pays, et si éventuellement il y a des échanges avec ce type d'association qui existerait? Alors oui, on a eu récemment l'opportunité de rencontrer la communauté arménienne de Los Angeles parce qu'un de nos membres, Michel Aaronian, s'est rendu à Innovate Armenia. C'était organisé par l'université de Los Angeles et là, donc c'était tout pour le numérique et donc on nous avait invités pour présenter notre travail.
Et ils étaient déjà assez étonnés qu'on n'avait aucun soutien financier comme ils peuvent l'avoir. Ils étaient, voilà, comment, ils étaient tous des bénévoles, etc. Et en fait, ils font des travaux, mais j'allais dire pas de cette ampleur, dans la côte ouest. Après, il y a bien sûr l'Institut arménien, voilà, on a... Voilà. Mais c'est vrai que le travail initié par mon père, Garbi Sartin, était assez innovant. C'est-à-dire, il a vraiment commencé par l'histoire familiale, ensuite le quartier, et il a fait un travail, peut-être sans le savoir ou de façon instinctive, ce que font les sociologues, les anthropologues. Hein, on commence voilà, autour, et ensuite il a pu élargir. Et donc, je ne pourrais pas répondre de façon, on va dire, complète hein, à cette question. Voilà. Après, en France, il y a bien sûr la bibliothèque Moubarge, mais l'accès à Internet, je ne pense pas qu'il soit comme ça. Et il y a ensuite le centre de la mémoire de Dessines, mais c'est un accès à la bibliothèque, mais c'est vrai qu'il n'y a pas peut-être ce travail de mise en ligne des archives. Non, pour l'instant non. Les Américains nous ont quand même suggéré vivement d'inclure l'anglais dans le site parce qu'ils m'ont dit comme ça vous aurez une possibilité de toucher l'univers. Donc ils nous ont dit ça. Quels sont vos rapports avec le musée du génocide arménien en Arménie? Alors, on n'a pas des relations, on va dire, qui sont fréquentes. La dernière relation, elle dure à 3 mois, lorsque M. Desmourians est venu, tout simplement. Il a fait une conférence pour présenter ses derniers ouvrages à Marseille. Il a tenu absolument à venir nous voir. Donc, on n'avait bien sûr pas la prétention d'égaliser, hein. Mais il a été... Curieusement, c'est la plupart des gens, hein, le cadre, vous voyez, on est locataire, le cadre n'est pas très grand maintenant, il est à l'étroit, et curieusement, il a trouvé des choses qu'il ne connaissait pas. Et donc ça, pour nous, c'était très gratifiant, et il nous a demandé un partenariat, donc ce qu'on a réalisé. Ce partenariat, ça consistait, je vous dis tout, pour ses travaux personnels, il recherche tous les travaux iconographiques sur la mère patrie, tout ce qu'on peut trouver sur des affiches, donc on sait ce qu'on avait. Et donc on lui a transmis par internet, etc. Il a fait en fait, il a feuilleté, hein, il nous a dit voilà ça m'intéresse, ça m'intéresse. Et il tient absolument, bien sûr, qu'il y ait un partenariat. Maintenant, voilà, on va dire qu'on a mis la clé dans la serrure, mais on n'a pas encore ouvert la porte. D'accord, merci. Oui. Oui, c'est en projet. On a ce qu'on appelle dans le site internet, on a à un moment donné des vidéos. Donc, bon, les premières, elles ont été réalisées par mon père, il explique l'église arménienne, il fait des conférences, etc. Moi, j'avoue qu'actuellement, lorsque les gens viennent, me donnent les photos ou je les scanne, je suis obligée de prendre leur récit. Donc, pour l'instant, on a des récits écrits. J'ai quelques enregistrements, mais on n'a pas encore fait ce que vous dites, c'est-à-dire la cabine d'Aran où la personne pourrait s'installer. Si on voilà. en a, est-ce qu'on peut vous en faire parler? Ah oui, ah oui, alors par contre, oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a, oui, quelques vidéos, bien sûr, voilà. On a Jacques Debadjian qui est venu chez nous également, avec qui on s'en retour possible, hein, donc il le sait, on a un projet d'exposition avec tous les rushs, hein, des films qui peuvent être très intéressants. Donc volontiers, oui, mais c'est vrai que ça pourrait être un onglet supplémentaire. Oui, une question. Oui. Allez, Est-ce que vous avez des relations avec la Bibliothèque nationale française, la BNF, et puis la Bibliothèque nationale d'Arménie? Alors, la BNF, oui, par exemple avec Michael Nechanian, qui est venu il y a quelques temps, hein, ça fait déjà pas mal de temps, il était venu, on lui avait demandé son expertise pour dire voilà, quels sont les axes de travail sur lesquels on pourrait se lancer, même physiquement, l'accueil du public, qu'est-ce que vous nous suggérez. Ensuite, mon frère Badoujan, c'est lui qui avait fait toute la base bibliographique, et donc on a été félicité, et non seulement par Michael Nechanian, mais par l'équipe de la BNF, parce qu'on a fait quelque chose qui était tout de même, non pas dans le terrain associatif, mais dans le terrain scientifique.
Voilà, on propose tout de même une base bibliographique qui est aux normes internationales. Voilà. Après, pour la Bibliothèque nationale d'Arménie, non, on a eu 2-3 demandes. Voilà, c'était plutôt, ils voulaient avoir des accès à Meshad, etc. Mais pour l'instant, on n'a pas de... Non. Je pense que les événements dramatiques, malheureusement, qui ont eu lieu depuis le décès de mon papa, il a fallu nous. Hein. Je rappelle que, en fait, c'est ça. Ils connaissaient les cartons par cœur, nous non. Ils savaient où était une photo, nous non. Donc à la suite du décès, il a fallu nous se professionnaliser, indexer, retrier. Ensuite, le décès de Vajoujan a fait qu'il maîtrisait bien sûr tout ce qui était la base voilà, bibliographique, et donc on est derrière, et maintenant on reprend, et voilà. Donc en fait, il y a un temps, je pense, de réadaptation pour nous. Et après aussi, c'est les champs de recherche. C'est-à-dire que pour l'instant, il faut que nous, déjà, avant d'aller voir, vous voyez, les instituts à l'étranger, comme en Arménie, il faut que déjà, nous, en interne, on puisse être au clair avec notre base. Il y a tant de cartons à bien indexer, et on vient d'avoir des legs très importants, là. C'est-à-dire, on a des personnes, il faut vous l'avouer, le centenaire a éveillé en eux, peut-être, se dire, mais mince, moi j'ai des livres, mes enfants ne vivent plus arméniens, qu'est-ce que ça va devenir ? Tiens, j'ai des documents et je vais les amener chez Aram. Du coup, on a eu pas mal de dons très intéressants, et donc pour l'instant, voilà, on a ce travail à faire. Et les bénévoles, véritablement, donc, sont présents le mercredi après-midi et le vendredi après-midi. Et finalement, les après-midi sont courtes. Hein, voilà. Oui. Pour quelle raison? Parce que vous manquez de bénévoles ou parce que c'est... Les deux. Je vous laisse parler. Non, mais bon, il faut... Les bénévoles viennent, l'atelier est plein, je veux dire, vendredi. Il est vraiment plein, il y aurait le double, on se marcherait dessus. Donc ça marche bien. Le mercredi commence petit à petit à se remplir, parce que bon, c'est en fonction des disponibilités. Le bénévole a toutes les latitudes. Il vient quand il peut, aux horaires qu'il veut, et c'est bien ainsi, parce que chacun pourra nous léguer un créneau de disponibilité pour venir travailler selon son expertise et selon sa compétence. Bon, c'est pas trop difficile à gérer. Bon, tout ce qu'il faut, c'est trouver de la place et trouver des locaux. Et ça, c'est un peu mon job. Il va falloir que je trouve des locaux parce que c'est déjà trop petit. C'est sûr que si on gagnait au loto, on pourrait peut-être numériser plus de documents et d'avoir de la place. Mais bon, tout ça, c'est en marche. Et on a bien compris qu'on ne pourra pas rester dans un costume étroit, parce que je suppose que des bénévoles, il y en aura de plus en plus. Vous ne pouvez pas délocaliser, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer avoir des antennes à Paris, un local avec des choix numérisés. Une chaîne arabe. Un réseau arabe. Un réseau arabe. Voilà. Vous plaisantez, mais en fait, moi j'ai fait la connaissance d'une Parisienne et qui est venue nous voir et qui était vraiment très motivée. Et alors elle me disait, oh là là, j'aimerais bien rester avec vous, moi je suis à la retraite, vous voyez, j'ai envie. Alors bon, je la voyais, elle me dit, en plus je connais plein de monde, je pourrais aller voir les gens. Alors je lui ai dit, moi je l'ai écouté. Vous y connaissez un peu, vous avez un ordinateur? Elle dit oui. Donc je lui ai conseillé d'acheter une scanette, c'est ce qu'on donne aux élèves en difficulté, ça vaut 120 € chez la FNAC, et c'est un petit appareil donc, qui vous permet de scanner le document. J'ai dit, avec une clé USB, vous allez commencer à aller dans la région parisienne. Donc c'est ce qu'elle a fait. Elle a rencontré surtout une religieuse arménienne catholique qui est dans une maison de retraite. Elle m'a envoyé donc ces documents, et je vous avoue que c'était... voilà, moi j'avais oublié 3 mois après, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Bon, alors les premiers s'est excusé parce que ça tremblait, mais après elle y est arrivée. Donc j'ai une ambassadrice pour l'instant, mais bon, c'est vrai qu'il en faudrait énormément, voilà. Voilà. Ça peut se développer. Ça peut se développer, voilà. Mais je crois qu'il faut, je vous invite à venir à Marseille, donc on est dans un noyau villageois, Saint-Jérôme, où il y a eu voilà, la présence de ces Arméniens
Et donc c'est vrai qu'on a pris l'habitude d'être dans cet ancien atelier de chaussures, voilà. Mais je pense que la dimension que prend Aram actuellement, les enjeux que nous voulons également obtenir, va faire à un moment donné qu'il va se poser cette question des murs. Oui, c'est trop. Et surtout la sécurité des cartons. Voilà, donc nous on a déjà commencé, vous voyez, les cartons, un carton normal, c'est pas bon, donc il faut des feuilles spéciales. J'ai vu pas mal de gens qui sont venus nous voir et qui nous ont amené des feuilles toutes pliées. Il faut arriver tout de même à les mettre entre deux feuillets, éviter de mettre des journaux dans des feuilles plastiques, l'encre va partir. Voilà, il y a tout cela qui fait que c'est vrai que ça commence à prendre de la place. Voilà. Donc, moi, je voudrais d'abord vous féliciter parce que vraiment c'est justifié. Et puis, je voudrais, sans choquer votre modestie, faire savoir quand même, parce que moi je le sais, que vous, tous les deux, vous avez reçu tout récemment la décoration de la part du président de la République. Vous êtes tous les deux chevaliers de l'Ordre national du mérite pour votre action. Donc, on vous félicite. Merci. Merci beaucoup. Encore deux ou trois questions, s'il y en a. Les jeunes. Je voulais vous demander, avec toute cette compilation, est-ce que jusqu'à présent, vous avez eu des chercheurs qui se sont intéressés, qui sont venus fouiller, j'allais dire, rechercher? Tout récemment, la semaine dernière, vous voyez, vendredi, hier, elles sont revenues, j'ai dit je suis désolée, je serai à Paris. Donc j'ai eu la visite de deux jeunes étudiantes en Master 2 à l'école des hautes études en sciences sociales de Marseille, en anthropologie, avec une option histoire. Et elles doivent produire un mémoire, tout simplement, sur une thématique à Marseille. Et donc elles ont dit, voilà, on aimerait travailler sur l'arrivée des Arméniens à Marseille dans les années 20. Alors on s'est regardé, on a dit, ben, c'est ce qu'on fait. Ah bon, alors voilà, et donc elles sont là, les deux jeunes filles. Donc je leur ai présenté rapidement, parce que je dis, je vais vous présenter le fond, et peut-être qu'il va avoir une idée. C'est ce qui est très intéressant pour nous, parce que moi je baigne dans ces documents, mais un regard neuf. Et donc, je vous avoue que lorsqu'elles ont vu le registre du Komodo, j'ai bien senti que ça les intéressait. Surtout quand j'ai dit, voyez, la troisième colonne, là, elle n'a pas été exploitée. Alors, elles se sont regardées, je leur ai montré des photos donc, du Homen Etmen, je leur ai expliqué un peu l'esprit de ce Komodo, et elles ont eu l'idée, elles ont dit, ça nous plairait de montrer que faisaient les jeunes au sein du Komodo, est-ce qu'on s'occupait, est-ce qu'il y avait une école, que sont devenus, est-ce qu'il y avait des premières associations qui sont nées, etc. Et je pense que voilà, donc elles vont revenir tous les vendredis après-midi et j'attends bien sûr la lecture de leur mémoire. Voilà. Sinon, on a une relation aussi, on va dire, non pas épistolaire, mais par le biais d'Internet. Maintenant, on nous demande bien sûr des renseignements, des bases, et on a des relations sur tout. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de diffuser. Donc c'est vrai que je remercie encore les organisateurs de Armen Livre d'avoir donné l'occasion de faire l'atelier pédagogique, parce que pour moi aussi c'était une première, non pas d'avoir des élèves, mais de faire une première sur un sujet arménien, et c'est-à-dire cette mallette pédagogique. On a le parcours de Saak, qui est un réfugié, qui part donc de Sivas, et qui passe par Bagdad, et qui arrive à Marseille, et qui essaye par le Komodo, et qui essaie de s'installer. Donc l'objectif pour moi, c'était de voir un peu la réaction de ces enfants, et ensuite de leur transmettre ce don d'aller chercher leurs origines. Voilà. Donc, je pense que les objectifs, oui, c'est les chercheurs, les étudiants. On a pas mal également de journalistes qui viennent nous voir, voilà, des télé également, des radios, et bien sûr, grâce également à Majda Arzoumanian, une secrétaire, qui est présente sur la toile au travers des réseaux sociaux, à citer Facebook, Twitter. Voilà. Alors, oui. merci. Allez-y. On descend à Marseille et on revient Oui. c'est Saint-Jérôme, le mercredi après-midi et le vendredi après-midi. Oui. Sinon, vendredi après-midi, si je vois que la personne a véritablement beaucoup de cartons, je me mets à disposition, si mon calendrier le permet, le samedi. Voilà, et de toute façon, c'est notre jour, prendre la précaution de téléphoner pour qu'un de nous se rende disponible.
Et alors, à propos des chercheurs, je vais vous raconter une anecdote intéressante. C'est un universitaire japonais qui arrive à la fin de son cursus, et dans son université, on est en train de distribuer au Japon les pays où ils peuvent aller visiter, étudier, etc. Et puis lui, comme il traînait un peu les pieds, il est arrivé le dernier, il lui restait plus qu'un pays, l'Arménie. Alors il prend l'Arménie, il va en Arménie, il apprend l'arménien, il revient à son pays, puis on lui dit, ben maintenant il va falloir rencontrer la communauté arménienne quelque part, de par le monde. Alors il peut aller aux États-Unis, il n'a pas envie. On va aller en Europe, oui, mais comme lui au Japon, il habite au bord de mer, il choisit le sud, il choisit Marseille. Voilà, il habitait à Kobe, il habite à Kobe. Alors Marseille, il appuie sur A, Aram. A, Aram. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, il vient à Marseille et il va chez Jean Garbi-Sartin, au boulevard Ararat. Il sonne, Madame Martin l'ouvre la porte et il lui dit dans un arménien parfait, « Bonjour madame, Haïlen, monsieur. Bonjour madame, est-ce que je suis bien chez monsieur Garbi-Sartin ?» Madame Martin est stupéfaite, elle dit, « Ah oui, oui, attendez, ne bougez pas, je vais chercher mon mari. » Et Garbis vient, et il lui parle en arménien, et Garbis, sans transition aucune, il lui dit, « Rentre, on va manger comme si c'était un type de Saint-Jérôme. » Comme s'il avait toujours connu, et ce chercheur est venu et a fait des études. Astrid va vous dire ce qu'il a réalisé chez nous. Donc voilà, quand on ne va pas les chercher, les chercheurs, ils viennent nous trouver. Oui, j'en parle. Shinosuke est quelqu'un d'admirable qu'on rencontre une fois dans sa vie. Hein, voilà. Il y a aussi, il faut que vous le sachiez, dans le sujet, il y avait on lui demandait de choisir une analogie avec un peuple. Il a pensé beaucoup... tout simplement au Fujiyama, et il a pensé, est-ce qu'il y a un peuple où il y a une montagne qui est très intéressante dans le patrimoine, sur la poésie, et bien sûr le Ararat, et donc il a commencé ses recherches. Alors juste un point, Shinosuke, c'est quelqu'un qui est un chef d'orchestre, véritablement très brillant. Il est également professeur donc, à l'université de Kobe, professeur de français, professeur sur la paix, la paix, non pas la guerre. Et également, donc, il est spécialiste sur la diaspora arménienne. Donc, il est allé, donc, je pense que vous avez pu le croiser, parce qu'il fréquente toutes les écoles arméniennes, donc de la région parisienne, de Lyon, et actuellement, donc, ce qui l'intéresse, bien sûr, c'est d'approfondir cela. Voilà. Donc, j'espère que si un jour vous croisez sa route, vous l'accueillez. En tout cas, merci encore de cet accueil, et à bientôt, peut-être. Merci à vous. L'association Aram que vous retrouverez demain pour vos collectes de documents, donc de 11h à 19h au sein du Salon du Livre. Merci, bonne soirée à tous.